Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'Impondérable. Alors, c'est le 233e café littéraire que nous organisons ici. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'autrice et l'éditrice Claire Tansin. C'est comme ça qu'elle se prononce, j'espère. Ouais. Alors, pour son livre, elle a écrit beaucoup, hein. J'imagine qu'elle a publié beaucoup aussi en tant qu'éditrice. Et donc, cette fois, on parlera d'Aphroville, un texte que je trouve poignant, que je vous conseille. Elle parle de son père, qui a été gendarme durant la guerre d'Algérie, du côté de Mesmeliana, en Algérie. C'est un livre où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements. Alors, Claire Tansin, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Merci Youssef de m'accueillir et merci à vous d'être ici. Alors, ce livre, je disais, est assez singulier, puisque j'imagine qu'il y a peu d'écrits qui racontent donc la guerre d'Algérie après la guerre d'Algérie. Ouais. Donc, il est écrit donc, en 4e de couverture que cette guerre a continué après 1962. Comment se fait-il, Claire ? Tout simplement, quand un homme, soldat, qui sont engagés ou mobilisés, rentre dans sa famille ou commence à construire une famille, il n'a pas oublié la guerre subitement. Hein, non, il revient avec la guerre et c'est un peu ce que je raconte parce que moi j'ai compris assez tardivement le traumatisme, si tu veux, que mon père avait vécu en Algérie, comme tous les gens qui font la guerre. Hein. C'est pas spécifique à l'Algérie, mais je pense que c'est spécifique à beaucoup de gens qui font la guerre et ce qu'ils ramènent dans une famille. Et évidemment, j'ai compris tardivement, je crois vers la quarantaine, quand il m'a, la première phrase du livre, quand il m'a sorti à table, c'est pour ça que le livre commence par cette phrase un peu choquante, que je vais quand même vous lire. Je suis un héros, j'ai jamais tué un bougnoul, me dit-il au bout de la table, avec l'oxymore tout à fait surprenant entre le héros et le bougnoul, qui est un terme raciste. Évidemment, j'étais très choquée, tout en sachant quand même que, évidemment, on était encore dans une génération où le racisme s'exprimait assez facilement, en tout cas en France. Et donc, je suis un héros, j'ai jamais tué un bougnoul. Donc cette phrase, elle a été là comme un déclencheur. Et quand il est décédé, quelques mois après, j'avais commencé un peu à remonter, essayer d'avoir un peu des informations. J'étais venue avec une caméra, comme je dis dans mon livre, en guise de GGN, pour essayer d'obtenir un témoignage sur ce qu'il avait pu vivre en Algérie ou faire en Algérie. C'était ça aussi, la question de la participation ou non à la torture, qui est une des questions dans le livre, à savoir qu'est-ce que mon père il a fait là-bas. Et j'avais commencé à l'enregistrer, plutôt une vidéo, et à lui demander de me raconter. Donc il a commencé à raconter, c'était un peu compliqué, il était déjà âgé, il avait plus de 80 ans, et c'est un peu haché, c'est pas toujours compréhensible, mais quand même, tout tourne le récit autour de cette question, à savoir à quoi il a participé, entre autres, et est-ce qu'il avait participé à la torture, et j'avais lu beaucoup il y a l'historienne Raphaël Branche, si vous la connaissez, qui est une spécialisée de la guerre d'Algérie, qui a fait un livre sur la guerre d'Algérie et la torture, qui est une spécialiste des questions de l'armée française en Algérie. Elle est venue ici il y a pas longtemps. Elle est venue avec Papa, qu'as-tu fait en Algérie? Oui. Ouais. Donc il y a cette historienne, d'ailleurs, qui est assez quand même étouffée dans les médias, parce que son Papa, qu'as-tu fait en Algérie, on en a quasiment pas parlé quand il est sorti en 2023, ça devait être octobre 2023, il a dû faire 5 minutes sur France Culture. En tout cas, la question de la guerre d'Algérie, de la torture et des exactions de l'armée française sont encore des choses dont on ne veut pas parler dans l'espace médiatique. Donc c'est un peu compliqué. Donc le livre, c'est une quête comme ça, autour de ce qu'a pu exprimer mon père dans la famille, dans sa manière
à la fois de non-dit, de ne pas parler, de sa violence verbale, de son comportement qui était parfois assez incompréhensible, hein, comme il arrive souvent, on l'a vu aussi pour ceux qui sont rentrés de la guerre du Vietnam, hein, comme on appelait le post-traumatic disorder, cette pathologie qui est propre avec des gens qui sont soit neurasthéniques, déprimés, soit violents, soit alcooliques. Bon, voilà, la guerre génère beaucoup de choses, voilà. Et donc j'avais un père qui était assez insaisissable et parfois très caractériel et qui a beaucoup contribué à, comment dire, à cette guerre d'Algérie dans ma famille, à savoir que quand j'étais très jeune, bon moi j'en parle un peu, hein, c'est pas qu'un livre sur la guerre d'Algérie, c'est un livre vraiment post-guerre. Et il y a plein de choses qui, par exemple, il parlait, il utilisait beaucoup de mots arabes. Il a quand même passé 7 ans à Strasbourg. Donc il mélangeait toujours dans un code switching, comme dans tous les pays où on parle. Alors il parlait un peu arabe, un peu français. Donc moi je m'étais jamais posé de questions dans ma jeunesse par rapport à ça. Mais il y avait aussi un racisme d'ambiance que je sentais dans cette famille. Et je me souviens quand j'étais très jeune, dans la petite ville où j'habitais, il y avait un café kabyle, c'était donc le seul, et on était jeunes, donc on sortait, il y avait quelques immigrés dans cette petite ville, notamment beaucoup de Portugais, d'Italiens, beaucoup moins de gens d'Algériens et de Maghrébins à l'époque, hein, mais il y avait ce café kabyle. Et nous, on allait très souvent dans ce café kabyle, donc j'étais amie avec une des filles. Après, j'ai eu une petite relation amoureuse avec Momo, le fils de la famille, et là, ça a déclenché véritablement un vrai problème familial et social, parce qu'à l'époque, on ne sortait pas avec un arabe, hein, ça ne se faisait pas, je parle là des années 80. Donc en fait, après, j'ai beaucoup analysé tout ça en me disant que peut-être ça avait été aussi une manière à moi de créer une réconciliation, en tout cas de réparer ce que je pouvais deviner dans le père. Ça, c'était les années 70, Claire, c'est ça ouais, 60, 70 75-80. D'accord, oui. Et là, il y avait... Parce que, juste une parenthèse historique, alors, les gens qui ont construit le mouvement indépendantiste algérien, donc l'ancêtre du FLN, c'est le PPA. Et ça s'est construit principalement dans l'immigration. Et la quasi-majorité de ces leaders vivaient en couple avec des Françaises. Oui, c'est possible. Voilà, ça c'est dans les années 30. Hein. Voilà, hein, pour situer les choses et l'évolution des pays européens. Voilà, pour te dire que je pense qu'il y avait de ma part, dans cette démarche pour avoir un amoureux algérien qui faisait scandale dans la ville, et de fréquenter aussi un café arabe, de fréquenter des arabes, ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Hein. On était dans un climat quand même très, très tendu. Hein. Tu parles de 70-80, la guerre d'Algérie, elle était finie depuis 10 ans, hein, à peine, hein, oui. Donc presque. Donc tout ça, j'ai compris ça après dans mon parcours, que je faisais ça un peu inconsciemment, en fait. J'allais vers ces gens-là, dans la ville, comme s'il y avait une volonté de ma part d'essayer de réconcilier, de réparer quelque chose que je ne saisissais pas, mais je savais que ça tournait un peu autour de ces choses-là. Et bien sûr qu'après, dans ma vie de femme, j'ai un peu oublié ces choses-là jusqu'à ce que mon père me balance cette phrase à table. Et là, j'ai cru comprendre qu'il voulait me parler de cette guerre d'Algérie, mais... voilà, et c'est toute l'histoire du livre que je ne vais pas trop vous raconter, parce qu'après... Le livre, franchement, est intéressant parce que vous avez choisi des angles d'attaque assez recherchés, assez originaux, qui captivent le lecteur. Alors, par exemple, vous nous dites, le mot Bougnoul est d'origine Wolof. Alors, moi, par exemple, je ne le savais pas avant de lire ce livre. Et puis, donc... les Français disaient des Allemands, hein, les Chiots. Et les Chiots, c'est des Berbères. Hein, ils sont... Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde, Claire? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Je peux lire le petit passage? Oui, allez-y, bien sûr. Ça sera plus sûr. Bon, ça, c'est le deuxième chapitre. Et évidemment, j'essaie de creuser cette histoire de cette injure, hein, raciale et coloniale, hein, évidemment.
Bougnoul, mot d'origine wolof qui veut dire noir, appellation injurieuse donnée par les Européens d'Afrique du Nord aux Nord-Africains, synonyme de bico, raton, melon, extension à tous les basanés de l'Empire, même aux soldats français traités par les Allemands de Bougnoul, et les Allemands traités de Schleu par les Français, du nom d'une tribu berbère. À y perdre son latin, Abougnoul supplie les basanés, les métèques de l'Empire réchauffés à l'alcool dans les tranchées glaciales. Donnez-nous de l'agneau qu'ils implorent pour courir au combat vaillamment, le feu dans le cœur, valeureuse égalité de la chair à canon. Et ça, c'est Bougnoul qui est apparu pendant la Première Guerre mondiale. C'est, en effet, quand on a fait venir les indigènes d'Afrique du Nord et d'Afrique pour combattre pendant la Première Guerre mondiale, ce nom a émergé. On les appelait les Bougnoul parce qu'ils disaient « Aboul l'agneau ». Pour se réchauffer. Mais c'est vrai que dans les tranchées, les indigènes n'avaient quasiment pas de... Ils étaient frigorifiés, ils étaient à peine vêtus, ils arrivaient d'Afrique, et ces gens-là n'avaient que de l'alcool. En plus, c'était musulmans, donc ils n'étaient pas censés boire de l'alcool. Mais on ne leur donnait que de l'alcool pour se réchauffer. Donc c'est de là d'où serait venu ce mot bougnoul, qui est devenu un mot qui a fini au cours du temps à devenir une injure raciale. Voilà. Alors, dans votre récit, votre père, semble-t-il, n'a pas participé à la torture parce qu'il n'aimait pas ça. Il dit qu'il n'en tire aucune gloire de ne pas avoir fait cela, mais... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah oui, vas-y alors, on se tutoie, d'accord. On se tutoie, d'accord. Oui. Parce que oui, en fait, la question... elle est plus complexe que ça. En effet, il n'a probablement pas tué au combat parce qu'en tant que gendarme, vous devez le savoir si vous êtes algérien ou comment ça se passait à l'époque, il y avait la gendarmerie blanche, celle qui fait du maintien de l'ordre dans la rue comme enfant, et la gendarmerie avec le képi rouge, elle qui participait au combat sur le terrain. Donc mon père était arrivé en Algérie en 1953, avant la guerre d'Algérie. Donc il était là, comme gendarme engagé, comme tout, je dirais, français, expatrié, pour travailler en Algérie. Évidemment, la guerre a éclaté, donc il est resté gendarme du maintien de l'ordre dans les villes. Et évidemment qu'après, il n'a probablement pas tué au combat. Mais ce qui est intéressant dans mon livre, et aussi ce que je suis allée rechercher, c'est toute la rhétorique de l'armée française. Entre autres, si tu te souviens, dans le livre, je parle de cette rhétorique de l'armée française sur la question de la torture. Et Salam, quand il est arrivé en Algérie, il a mis toute une politique en place et surtout une rhétorique pour faire de la torture, bon, on le sait, monter un service de renseignement et faire de la torture un bien pour, je mets entre guillemets un bien, évidemment, c'est comme ça que l'armée s'exprime, mais pour éviter des attentats et des choses comme ça. Donc la torture est considérée par l'armée française pas comme un crime, même si on sait que les gens qui étaient torturés finissaient à la corvée de bourg, enfin, mais ça je le raconte et je ne vais pas tout raconter, mais en tout cas j'ai fait des recherches et ces gens qui mouraient sous la torture, après, étaient jetés dans le Djebel, où on les remitraillait pour faire croire qu'ils avaient été tués au combat, etc. etc. Donc, évidemment, l'armée française a toujours dit « torturer n'est pas tuer ». Ça, c'est une phrase que j'ai trouvée dans le discours de l'armée française. C'est comme en Indochine, hein, c'est le même principe, c'est Salam qui a ramené ça d'Indochine. Donc, il ramène la même, tactique de renseignement qui avait été mise en place en Indochine par lui-même, Salam, et on utilise ça, la rafle d'Alger, moi ce que j'appelle la rafle d'Alger, quand Salam arrive, c'est que ça, on va rafler les gens, les suspects, donc tout ce qui est algérien est forcément suspect, et on va torturer ces gens-là pour obtenir des renseignements. C'était le principe de l'armée française. Donc évidemment que mon père n'a probablement pas tué au combat, mais il a assisté, ça je le sais, et parce que justement ça fait partie de mon enquête, du travail que j'ai rapporté là-dedans, il a assisté à la torture dans les locaux de la gendarmerie ou de la police, des CTT, comme il y en avait partout en Algérie à l'époque, à partir du moment où ils ont créé ces cellules de torture, parce que ça a été créé par Salam quand il est arrivé en Algérie. Voilà.
Donc, savoir s'il a seulement assisté à la torture ou s'il y a participé, ça c'est une autre chose, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, évidemment qu'il y a assisté, parce que quand j'ai enregistré cette vidéo, il témoignait de ce qu'il avait vu. Donc quand tu témoignes de ce que tu as vu, soit tu es passif, soit tu es actif, mais bon, quoi qu'il en soit, il a vu ces choses-là. Voilà. Je ne suis pas capable de dire jusqu'où a été sa participation. Il y a une espèce de confusion pronominale. Des fois il dit je, il dit nous, il dit il. Alors on ne sait pas qui fait quoi, qui... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi ces gens qui ont... On sait aujourd'hui que la torture durant cette époque était utilisée à très large échelle. Ça, maintenant, l'histoire le démontre avec des témoignages. Mais malheureusement, l'Algérie a vécu une décennie noire ou rouge et le régime algérien a utilisé cette torture contre des citoyens algériens de la même manière, ce qui est triste. Donc, l'humain est vraiment incorrigible sur cette question. Quand il y a des conflits de ce genre, cette pratique avilissante pour l'homme est souvent utilisée malgré tous les garde-fous qu'on essaye de mettre ici et là. C'est vraiment la tristesse de ce qu'est l'homme. Ce qui est plus triste, c'est que la France, non seulement avait mis déjà en place ce système de torture en Indochine, mais en plus, après la guerre d'Algérie, elle l'a exporté en Argentine. Pendant les dictatures d'Amérique latine, les gouvernements ont fait venir des soldats français pour former à la torture dans les dictatures. Et bien sûr, tout le monde le sait en Amérique latine, ça. Hein. Et donc, et d'où elles viennent ces pratiques de torture? Elles viennent aussi de la Seconde Guerre mondiale. Ce que faisaient les nazis en France. Exactement les mêmes principes. Donc en fait, c'est une espèce de transmission de l'armée française. Alors maintenant, je ne sais pas où on est l'armée française. Je me suis arrêtée à l'Argentine. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, dans les conflits qu'il peut y avoir partout dans le monde, et quand l'armée est là, je ne sais pas si ce sont des pratiques qui se sont perpétuées, ça je ne peux pas vous le dire. Mais bon, moi la question que m'avait posée cette phrase, je suis un héros, j'ai jamais tué un bougnoul, je me suis dit, ah il a jamais tué, alors je me sentais un peu soulagée et en même temps j'avais envie de creuser cette affaire, vraiment de la creuser, mais pas simplement pour moi, mais aussi pour tous les gens de ma génération. C'est-à-dire nous, Français, dont on ne parle jamais de notre guerre d'Algérie à nous. On parle beaucoup de la guerre d'Algérie, on est censé quand même être les bourreaux, il ne faut pas l'oublier. Donc on parle de la guerre d'Algérie en Algérie, on parle des Pieds Noirs, on parle des Harkis, on parle de tous ces gens qui vivent dans notre société ou qui vivent en Algérie. Mais en fait, la question de savoir ce que a pu témoigner d'un soldat français, c'est presque indicible. Là, j'ai fait une lecture la semaine dernière dans le sud, sur Affreville notamment, et il y a un vieux monsieur qui est venu, de 80 ans, qui avait fait la guerre d'Algérie. Il est venu avec sa fille, qui a exactement le même âge que moi. Et il est venu témoigner, il est venu pour parler. Et il a dit, ce que je vous raconte là, je ne l'ai dit à personne. Et il avait fallu qu'il voie mon livre pour avoir le courage de venir parler, tellement... je pense que la honte, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a à la fois la honte des soldats qui ont participé à cette guerre, et notamment à ces pratiques, et d'être entrés au pays, sur le continent, enfin, en France, et finalement, ils sont entrés là, c'est ce que je dis, je raconte, ils font d'une famille, et puis c'est comme si on avait tout oublié, et on les a oubliés, ces gens-là, sans se demander... ce qu'ils avaient pu vivre, et donc il y a une espèce de silence autour de tout ça, de non-dit, et j'en ai parlé beaucoup avec des gens de ma génération dont les pères ont fait la guerre d'Algérie. Il y avait le livre de Françoise Doss qu'elle a publié en 2012 sous la direction de Benjamin Stora sur les héritiers du silence. Elle est née de la même année que moi, pareil. Son père avait fait l'Algérie, mais lui c'était un gradé de l'armée, et elle avait commencé à faire une enquête sociologique auprès de gens de notre génération. Et
on a découvert, moi en lisant son livre, ça s'appelle Les héritiers du silence, hein, en découvrant son livre, je me suis rendu compte que tous les gens de ma génération, on avait vécu à peu près cette chose qui était à la fois de pères, des pères un peu, comment on pourrait dire, qui avaient un désordre mental. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, ce vieux monsieur? Alors, ce vieux monsieur, il a raconté évidemment des choses qu'il avait faites en Algérie, absolument, qui semblent l'avoir beaucoup marqué, qu'il avait faites et auxquelles il avait assisté, je pense. Mais moi, je ne me souviens pas parce que je l'entendais très mal et il n'avait pas le micro. Mais je pense qu'il a parlé de gens qui ont été assassinés par des harkis, de gens qui ont été assassinés dans d'autres circonstances, hein, et qu'il avait été extrêmement... il n'avait jamais pu oublier ce qu'il avait vu. Et sa fille qui était là, elle me dit, je vais la voir après, et elle me dit, mon père ne m'a jamais dit ça. Donc il vient dans une librairie, il raconte ça dans une librairie, et elle n'a jamais entendu parler de ça de toute sa vie. Donc son père... Et je pense qu'il y a besoin d'une parole, il me semble, hein. Peut-être que je m'avance un peu facilement, mais je pense qu'en France, on aurait besoin d'une parole, peut-être pas pour les gens très jeunes, d'une génération plus jeune, mais en tout cas pour ceux de ma génération, parce qu'on a été impacté, qu'on le veuille ou non, comme vous en Algérie, ou si vous n'avez pas vécu en Algérie, enfin en tout cas pour les Algériens. J'ai un ami algérien qui m'a dit, mon père aussi, qui était aussi un cadre du FLN, lui avait fait vivre des choses aussi assez torturantes entre guillemets. Donc on en a longtemps parlé parce que en fait on s'est rendu compte que c'était des pathologies de la guerre, c'est ce que transmet la guerre, c'est-à-dire finalement la violence ne s'arrête pas quand la guerre se termine, la violence elle se poursuit. Elle se poursuit parce qu'on a un homme qui est malade, un homme qui est retranché à l'intérieur, des choses qui n'ont jamais été dites, une reconnaissance de l'État. Est-ce que l'État français a jamais fait quelque chose pour les anciens d'Algérie? Je parle des Français. Rien. Est-ce qu'on a pris en compte une certaine, on va dire, symptômes psychiatriques? Non, on n'a jamais fait attention à ces gens-là et on ne s'est jamais dit, bah oui, qu'est-ce qu'ils ont vécu, etc. Donc en effet, qu'on soit coupable, c'est pas le débat, hein. Il n'est pas question de savoir qui est coupable et qui n'est pas coupable. C'est une guerre coloniale légitime, une guerre d'indépendance légitime, donc je ne suis pas là pour discuter si c'est légitime ou pas. C'est pas ça la question. C'est de savoir ce qu'on ramène dans une famille, ce que ramène quelqu'un qui a commis des exactions violentes dans sa famille. Et je pense qu'on peut parler de n'importe quel continent, et on le sait pour les soldats qui sont venus du Vietnam, on le sait pour les soldats américains qui sont rentrés d'Irak. D'ailleurs, il y a beaucoup de cinéma sur cette question. Ils sont suivis quand même par des psychiatres, des gens qui les aident. Mais en France, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tout ça sous le tapis. Il n'y a jamais eu vraiment, il y a un peu de littérature historique, mais véritablement, je crois pas. Moi. Très bien, Claire. Si tu veux bien, on va passer la parole à nos amis pour des interventions, des questions. La parole est... Tu voulais pas que je lise un autre petit extrait? Vas-y, bien sûr. Non, mais c'est pour nos... Leur donner une idée de ce qu'il y a dans le livre, vas-y. Bon, bah, je peux commencer par le début. Oui, bien sûr. Vas-y. Je vous embête pas longtemps. Au moins le début, parce que ça commence justement sur la... Voilà. Je suis un héros, j'ai jamais tué un bougnoul, a-t-il déclaré en me regardant entre quatre yeux. Quelque chose a basculé dans la cuisine. L'oxymore avait mis un point d'honneur à la sempiternelle jactance haineuse. Assis à la place du chef, comme il l'avait toujours été, dominant, éructant, figure de proue de la galère familiale. Depuis l'enfance, je l'entendais rugir de cette place-là au bout de la table. La place du chef, comme il aimait dire. Ici, c'est la place du chef, beuglant toutes sortes d'anathèmes, sorti d'on ne sait où de sa grosse bedaine énervée, qu'on ne comprenait pas d'où lui sortait cette colère qui ne s'épuisait pas. Même quand il mangeait, même quand il dormait, cette colère ne le lâchait pas, ni la nuit, ni le jour. Ces ronflements tonitruants de l'autre côté du mur de ma chambre résonnaient comme les hurlements
comme des hurlements dans mon sommeil. Très bien, oui. Bon, c'est Ça situe l'atmosphère. Donc la parole est à nos amis, bon, pour des interventions, des questions. Qui commence? Oui, bien sûr. Bonjour, merci. En fait, moi j'ai une question, mais je crois en fait à vous deux parce que ça m'interpelle un peu ce que vous avez dit, monsieur, sur la torture, enfin sur le fait que l'homme est incorrigible. Et toi, Claire, quand tu dis qu'on ramène toujours la violence après, moi, ma question c'est est-ce que vous pensez tous les deux que la violence, ça se prépare? En fait, est-ce qu'on peut construire, je veux dire, un terrain à la violence? Parce que moi, ça me fait beaucoup penser évidemment à la Palestine. Et on a beaucoup fait le rapprochement aussi avec la guerre d'Algérie dans les médias, enfin en tout cas ceux qui en parlent. Et moi c'est peut-être parce que je suis jeune et que c'est le premier génocide auquel j'assiste, mais je suis vraiment extrêmement choquée par les images de torture, enfin en tout cas par les victimes qui s'en sortent, qui ont été torturées par l'armée israélienne. Et du coup, on sait qu'il y a tout un travail qui a été fait depuis plusieurs années par Netanyahou de racisme envers les Palestiniens. Parce que, en fait, moi je me dis, je serais incapable de torturer quelqu'un comme ça. Mais donc, du coup, mais voilà, est-ce que, en fait, enfin, c'est une vraie question, un peu naïve, mais est-ce qu'on peut fabriquer, en fait, est-ce qu'on peut préparer la torture qui arrive Ou est-ce que tout le monde peut, enfin, ouais. Oui, je pense qu'on peut préparer la violence dans le sens où le colonialisme avait déjà préparé cette violence. Le colonialisme en Algérie comme en Afrique ou en Indochine s'appuyait sur un code de l'indigénat, dont je parle aussi un peu dans le livre. La colonisation, c'était déjà la violence. Donc, quand tu arrives pour faire la guerre, j'imagine que le terrain est déjà, comment dire, propice à, comment dire, à l'expression d'un paroxysme violent. Je veux dire, là, on est dans une guerre coloniale, tu as des gens qui sont là, qui sont colonisés déjà depuis plus d'un siècle, un siècle et demi, qui vivent sous la violence coloniale, tu arrives avec une guerre, donc finalement, la violence de l'armée française, elle était, pour l'armée française, elle était légitime. Pour eux, c'était légitime. Après, parce que c'est une guerre coloniale. Parce que c'est une guerre coloniale, mais là tu fais le rapprochement avec Israël et la Palestine. Bon, là, on peut parler d'une guerre coloniale aussi, si tu veux, moderne. Mais on se retrouve, si tu veux. Alors, est-ce que ça veut dire que ça se prépare vraiment? Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une historienne de la guerre. Il faudrait se renseigner, mais je pense en effet que quand tu as des pays qui sont en guerre successive, qui arrivent, bon, au Soudan, ça fait 20 ans qu'ils sont en guerre, enfin, tu t'imagines des jeunes qui sont nés sous la guerre, qui vont grandir sous la guerre, tu ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas une transmission, je dirais tout simplement de la violence dans l'ambiance. Je veux dire, un enfant qui est né pendant la guerre, évidemment, il est impacté par cette violence. Alors, est-ce que ça se prépare militairement? Je ne sais pas, mais en tout cas, la France a été un pays qui a tout le temps été en guerre, depuis le Moyen-Âge. On ne va pas citer toutes les guerres de ce pays, mais moi qui ai vécu en Inde, un pays qui n'a jamais fait la guerre, sauf quand la Chine est rentrée un peu à la frontière au nord de... Mais par exemple, il y a des pays qui n'ont jamais mené une guerre. Donc, est-ce que l'Inde est violente ou pas? Oui, ça reste quand même aussi une question, même si tu n'as pas une éducation violente, ça reste que quand il y a des violences, elles existent aussi. Après, est-ce que la France, qui était un pays constamment en guerre depuis le Moyen-Âge, oui, je ne connais pas une période en France où il n'y a pas eu de guerre. Hein. Le XXe siècle, on a quand même eu 3 guerres, la première, la seconde, la guerre d'Algérie. Tu regardes au XIXe siècle, il y a eu toutes les guerres en Crimée, les guerres coloniales. Au XVIIIe siècle, c'était les guerres en Europe, contre l'Empire austro-hongrois, c'est un pays qui est tout en guerre. Donc là, si tu veux, quelque part, soit à la banalisation de la guerre, en se disant, ben, finalement, ça fait partie d'une idée de l'État, du patrimoine. Je serais assez curieuse de savoir si aujourd'hui, s'il y avait une guerre aujourd'hui entre la France et un autre pays,
Est-ce que les jeunes aujourd'hui iraient faire la guerre? Ça, c'est une vraie question. Je n'en ai aucune idée, mais en Ukraine, ils n'ont pas tellement envie d'y aller, les jeunes. Hein. Non, mais il n'y a plus de Pas du tout. Hein. Mais c'est vrai Si que... je peux dire un mot clair, le colonialisme est une torture. Bah, bien sûr. Alors, ce qui se passe en Palestine depuis quelques mois est la défaite de l'humanité. La défaite de l'humanité. Alors, ça laissera certainement des traces parce que les Palestiniens souffrent depuis de longues années. Il y a en Palestine, bien avant le 7 octobre, des centaines de prisonniers qui n'ont jamais été jugés. Il y a même des enfants qui sont en prison depuis des mois et des mois. Bien avant le 7 octobre. Et donc, ce qui se passe depuis le 7 octobre est atroce pour celui qui a 1 gramme d'humanité en lui-même. Alors, nous avons vu qu'est-ce que c'est que ce monde d'aujourd'hui. Alors, toutes ces élites qui nous disent qu'elles sont humanistes et qui ne disent aucun mot sur ce massacre d'enfants. Il y a aujourd'hui plus de 16 000 enfants tués à Gaza. Même en dehors de Gaza, c'est la même chose en Cisjordanie. Il y a toujours des vexations, des tueries. Alors, ce colonialisme-là est soutenu par des prétendus humanistes. Alors c'est terrible, parce que c'est une question de force. Alors la guerre d'Algérie a été terrible aussi. Elle a duré 8 ans, mais le colonialisme français a démarré en 1830. Il y a eu aussi beaucoup d'exactions et beaucoup de tueries. Alors les Algériens ont aussi à des moments riposté. Il y a eu des guerres, bien sûr. Il y a eu aussi certainement de la violence de la part de ces Algériens, mais c'est une violence, on va dire, suscitée par cette torture qui est le colonialisme. Voilà. Justement, je cherchais le petit extrait. Voilà. Oui, vas-y. Oui, Bonjour. Je reprends la phrase de la citation de Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal. C'est ceux qui font le mal, mais c'est pas les gens qui regardent sans rien faire. Donc en parlant de la Palestine et d'Israël, en parlant aussi de votre livre de votre père. Donc quel regard vous avez, quel sentiment avez-vous, ça veut dire les atrocités que votre père a assisté. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en bon rapport avec votre papa ou... Il est décédé et j'ai pu écrire ce livre une fois qu'il a disparu, sinon j'aurais jamais pu écrire ce livre. C'est-à-dire ce livre, j'ai pu l'écrire qu'une fois qu'il n'était plus là. Parce que c'est un livre qui peut parfois être assez violent, tu l'as lu, Youssef, hein, Ibrahim aussi. Parce qu'il y a aussi de la colère dans l'homme, comme cette colère que je décris dès le début du livre, mais sans doute que moi aussi, il y a eu beaucoup de colère dans ma vie, sans savoir à quoi elle était liée aussi, cette colère. Et puis aussi, j'ai une colère contre l'État français, oui, quelque part, mais enfin bon, j'ai souvent des colères, mais cette idée qu'on a pu, en tout cas, rester dans un silence aussi épais depuis 62, c'est quelque chose qui me, voilà, qui a pu susciter chez moi cette colère, et cette colère aussi que j'ai peut-être inconsciemment injectée dans ce livre. Et puis aussi la lâcheté, je dirais, de la société globale. Je pense qu'il y a en France quelque chose qui ne veut pas être su sur cette époque, même sur la période coloniale. Je pense qu'on n'a pas très envie d'en parler, même si on en parle pour des... Le problème, c'est qu'on en parle en France, c'est la colonisation, elle est récupérée politiquement.
Donc voilà, eux c'est des salauds, eux voilà. Ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant, c'est de parler de la colonisation dans ce qu'elle est socialement, historiquement, ce qu'elle a laissé aussi pour chacun d'entre nous, pour les Algériens. Ça paraît évident qu'on ne puisse pas avoir une réconciliation entre l'Algérie et la France, puisqu'il n'y a que les politiques qui s'occupent de cette réconciliation. On ne va pas y arriver. Si au moins les peuples étaient en capacité, eux, de prendre en charge cette mémoire et de créer cette réconciliation, d'ailleurs c'est ce que je dis dans l'article, Brahim, dans l'entretien que tu as publié, Brahim, et c'est vrai que finalement on laisse les politiques gérer cette affaire, mais les politiques ils la gèrent comme des politiques, c'est-à-dire on est dans une impasse totale entre la France et l'Algérie, c'est évident. Alors peut-être que si on arrivait plutôt à laisser les peuples s'exprimer, des gens de ma génération, même de la post-génération, des post-générations, ceux qui sont en France, nés de l'immigration algérienne, ceux qui sont en Algérie, et que moi j'ai eu des élèves au lycée issus de l'immigration algérienne qui n'avaient jamais entendu parler de la guerre d'Algérie. Ni leurs parents leur en parlent, les parents qui sont nés ici, la plupart, mais les grands-parents n'en parlent pas, il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien de transmis. Et en fait, ni du côté français, on ne transmet pas, on ne dit pas, on n'exprime pas à la fois ce qui peut être de la colère, que peut susciter ce silence. Moi, ce silence suscite de la colère en moi. Ouais. Et comme je sais que y a un silence dans ces jeunes qui sont issus de cette immigration algérienne, qui ne savent strictement rien de ce qui s'est passé non plus en Algérie. Ceux qui sont nés en France, ou même ceux qui sont nés de parents d'origine algérienne, mais déjà depuis 2 générations, qui en fait n'ont rien véhiculé de ça. C'est pas un reproche, c'est pas une accusation. Je dis qu'aussi, ça n'aide pas à, fluidifier les rapports, voilà. Et qu'on voit bien qu'on a 2 États, la France et l'Algérie, qui sont là face à face depuis, ça dure depuis 62, et il n'y a aucun moyen de créer un dialogue cohérent dans cette affaire. Il n'y a pas de... Voilà, il y a des peuples en France, voilà, il y a des peuples, on a des Pinois, on a des Harkis, on a des Algériens issus, des générations, des jeunes générations issues d'Algériens, il y a toute cette culture qu'on a en commun, mais avec toute une espèce d'opacité, de déni, on ne parle pas, mais il me semble que c'est là, il me semble que c'est dans l'ambiance, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais oui, je voudrais juste dire un mot, Claire, avant que tu ne lises, avant que Asline ne prenne la parole. Si effectivement le régime algérien et les régimes successifs français ont de très bonnes relations, contrairement à ce qu'ils laissent apparaître aux yeux de l'opinion, c'est même, je dirais, des régimes presque de la famille, ils sont la même famille. Mais les peuples sont brimés, alors le peuple algérien est souvent victime de répression de la part de ses dirigeants, mais sur cette question de la guerre, à mon avis, il y a des choses qui ont été écrites et les gens ont lu et connaissent, y compris au sein de l'immigration. En revanche, les régimes successifs français ont toujours aidé le régime, mais n'ont jamais regardé du côté du peuple algérien ses aspirations à la dignité, à la liberté, à la démocratie. Il y a eu en Algérie, c'est récent, 2019, une année de manifestations monstres pacifiques durant une année. Alors, le régime français, à travers tous ses représentants, n'a à aucun moment salué ce désir de démocratie, bien au contraire. Voilà. Alors, tu peux lire, si tu veux, le texte. Oui, Asline voulait te poser. Vous arrangez, soit Asline pose la question, soit tu. Bon, je vais répondre à Asline et après je dirai. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi j'ai une question toute simple. J'ai lu l'entretien de Brahim ainsi que l'entretien sur diacritique.
dans le matin d'Algérie. Non, le matin, il y a deux. Ah oui, puis il y a Diacritique. Ouais, je l'ai lu par curiosité. En fait, vous avez parlé du confinement, etc. Moi, j'ai une question sur l'élément déclencheur de l'écriture de ce livre. C'est-à-dire, au-delà de cette phrase Ouais. de votre papa, en fait, est-ce que, enfin, je connais pas mal de Français, de Françaises qui vivent parfois, qui se culpabilisent. Ah, Peut-être, ouais. il y a une espèce comme ça, chez des gens un peu de la marge, on va dire, il y a une espèce De culpabilité. de culpabilité. Moi, c'est pour aller un peu Vous avez raison. un peu plus loin que ça, parce que... Bah oui, mais je pense que je l'ai dit dans ma jeunesse, quand j'étais ado, l'idée que j'aille vers la seule famille arabe de la ville dans laquelle j'habitais, qui était des Algériens, j'allais faire quelque chose qui était de l'ordre de je vais réparer quelque chose. Mais c'était tout à fait intuitif et inconscient. Parce qu'il y avait quand même le racisme à la maison. Mon père, il a quand même passé 7 ans en Algérie, il n'est pas revenu déracisé. Pas du tout. Parce que déjà utiliser le mot bougnoul, les picots, tout ça, on ramène le racisme à la maison. Et moi, quand j'étais adolescente, je ne supportais pas son racisme. Sans savoir vraiment d'où ça venait, parce que il ne nous parlait pas de la guerre d'Algérie, ou un peu, c'était vague. Mais il y avait ce racisme, et ça m'agaçait, ça me mettait en colère. C'est ce que je dis, il y avait beaucoup de colère. Et en fait, comme il était gendarme, donc il appartenait comme à la gendarmerie, hein, moi, pour l'emmerder, j'allais au café Kabyle, qui était à 50 mètres de chez moi, et je fréquentais ce qu'il appelait les Arabes, les bougneux. Et donc, je pense que ça a été ça, ma colère qui est venue de très loin avant que j'écrive ce livre, parce que j'aurais pas pu l'écrire s'il avait été vivant, hein, ce livre, parce qu'il est quand même assez brutal par moments. Parler comme ça aussi d'un père, se poser des questions aussi sur un père qui aurait pu être un tortionnaire de guerre, c'est pas des questions qu'on peut faire quand son père est vivant, ça c'est pas possible. Et je crois que c'était ça que j'ai essayé de faire dans ma vie. Peut-être que quand j'étais adolescent, c'était de chercher à réparer le racisme, à réparer ce qu'il faisait. Évidemment, c'était très mal vu, la fille du gendarme qui sortait avec un arabe dans les années 80, c'était extrêmement mal vu. Hein. Mais ça l'avait mis dans tous ses états. Il était encore plus furieux que d'habitude. Hein. Et ma sœur a fait la même chose, ce qui est très marrant, parce que elle aussi, qui avait 1 an de moins que moi, elle est sortie avec l'autre frère de Momo. Et là, du coup, mon père, il est devenu... Et donc, ça s'est fait de manière un peu... une forme de résistance intérieure. Un peu... On a mené la résistance. Et après, évidemment, après, dans ma vie adulte, j'ai eu des amoureux algériens, mais c'est vrai que ça a été une question dans ma vie de me demander à chaque fois que j'avais un amoureux algérien, est-ce qu'à chaque fois je ne voulais pas réparer quelque chose? Et ça, je pense que c'est inconscient, mais je pense que c'était un peu comme ça, aussi de dire, voilà, je ne vais pas faire une analyse là, mais je pense que ouais, c'était ça, c'était une idée de... Et après, le livre, il est venu après, hein, quand il est décédé. Voilà, c'est... Est-ce que, enfin, c'est pas de la psychanalyse Akatsu, mais est-ce que ce livre, est-ce qu'on pourrait pas dire que inconscient peut-être c'est une façon de tuer le père, sauf que c'est un père collectif, que d'ailleurs, ce qui est bizarre, ce qui est ironique, le titre le nom de Miss Juliana Afroville, c'est Afre, il y a le mot Afre, il y a l'horreur. Déjà, c'est assez... Mais en fait, ce livre, j'ai fait une première version en 2012 qui s'appelait « Je suis un héros, j'ai jamais tué un bougnoul ». J'avais mis ce titre, où l'éditeur avait voulu mettre ce titre, qui était très violent. Et je me suis dit, aujourd'hui, republier ce livre avec ce titre-là, c'est impossible dans notre époque. Même si quelque part, je voulais signifier le racisme colonial dans ce titre-là. Mais j'ai préféré, puisque c'est un livre qui a été réaugmenté et un peu réécrit quand même, je ne pouvais pas remettre ce titre-là en 2023. Donc j'ai préféré mettre Afreville, et comme vous le dites, Afre, eh ben ça veut dire douleur en français, mais il y a une
En fait, c'est pas ça du tout l'étymologie. C'est une ville qui a été appelée Affreville parce que c'est le Monseigneur Affreville. Ouais, et je le raconte dans un chapitre qui a été envoyé en Algérie en 1858. Non, ou en 1840, après la révolution de 48. Ouais. Où il est arrivé en Algérie, bon voilà, en 1848. Et donc on a appelé cette ville Affreville parce que c'était le Monseigneur Affreville qui était arrivé de France avec les bagnards qui avaient été arrêtés pendant la révolution de 48 et on les a envoyés creuser dans la vallée du Chélif pour enlever, débroussailler, créer la plaine agricole qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais la France envoyait tous ces bagnards là-bas pour nettoyer la terre. Claire Tansin, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable, café littéraire quasi légendaire de notre ami Youssef Zerem. Votre livre est incroyable. Il est bouleversant, déchirant, courageux. Vous savez, l'appellation de guerre d'Algérie n'a été acceptée que récemment. La France a toujours parlé d'événements d'Algérie. Ce terme de Bognol est glaçant, tranchant, résonnant dans l'espace-temps. Vous avez dit « la violence continue ». Peut-on en guérir? À titre personnel, oui, j'en ai guéri, bien sûr. D'abord en écrivant ce livre, parce que, comme dit Asdine, je pense qu'il a raison, j'ai voulu tuer le père quand même. Hein. Et il était déjà mort. Donc, parce que au-delà de... Il y avait la violence, évidemment, militaire, mais il y avait cette violence qui l'a ramené à la maison, qui était une violence verbale, physique aussi. Hein. Et donc, évidemment, il a toujours été pour moi un personnage, entre guillemets, situé entre une certaine folie et une certaine fureur. Donc quand il a disparu, il est mort d'une crise cardiaque, quelque part j'ai eu un grand soulagement. C'est horrible de dire quelque chose comme ça. Je sais que ma mère n'a pas lu ce livre et qu'elle ne pourrait pas le lire. Mais quelque part, il y a eu un soulagement et j'ai pu écrire ce livre. Et je pense que quelque part, je crois que je devais le faire pour les gens de ma génération. C'est-à-dire de dire, bah ouais, moi je vais pas laisser passer le truc. Je vais le balancer, quoi. Et je l'ai balancé, et tu l'as lu, Brahim. Il y a quand même une violence dans ce texte. J'en ai parfaitement conscience, mais j'avais besoin de le balancer et de dire, bah non, ça n'a pas été si drôle que ça. Même pour les Français, ça n'a pas été si drôle. Même s'ils ont fait des saloperies, nous, on était derrière, on a récupéré ça derrière. Donc, évidemment, c'est ce que je dis, la mémoire transgénérationnelle, évidemment, ça laisse forcément des traces. Et aussi bien en Algérie qu'ici en France. Donc, quelque part, est-ce que je suis guérie? Oui, je pense avoir fait mon boulot, d'une certaine manière, à ma petite mesure. Hein. Mais je pense avoir été courageuse, comme dit Brahim, parce que dire des choses comme ça, ben, finalement, quelque part, ça demande un certain courage. Ouais. Et je te remercie. Alors, tu peux nous lire le texte que tu voulais? Oh, bah, je sais pas quoi dire, hein. C'est un peu compliqué. Attends. J'ai lu le début, mais je vais pas lire les choses... Je peux décrire un peu ce qu'il était dans sa nature. Hein. Bon, c'est un texte quand même assez écrit. Mais là, je vais rester sur le début pour ne pas vous dévoiler tout ce qui va se passer après. Parce que je suis un héros, j'ai jamais tué un bougnoul et j'ai commencé à écrire. Ce n'est pas de la fiction. La guerre, je l'ai vécue à la maison. Elle a sans doute commencé dès que je suis née en 1963. Sournoise, 3 ans que mon père était rentré, qu'il avait commencé une autre vie, qu'il avait rencontré une jeune femme qu'il aimait, qui était tombée enceinte tout de suite après les accords d'Évian. Je suis née à la fin de la guerre d'Algérie, au début d'une autre guerre, celle qui allait continuer à se poursuivre dans le corps énervé de mon père pendant 40 ans,
crachant des projectiles contre la marmaille attroupée autour de la table, contre l'épouse mal aimante, contre l'adjudant, contre les Arabes, contre les hommes politiques et contre le monde entier indifférent. Un bombardement cacophonique, des mots tirés en l'air. C'est cette guerre-là que j'ai vécue, cette guerre sur laquelle on ne pose pas de mots, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter, qu'il n'y a pas de mémoire pour la raconter, qu'il n'y a que du bruit, la fanfare quotidienne. Bon, ça c'est pour Asline qui me demandait comment ça pouvait... et je voulais dire, peut-être que pour aller un peu plus avant, alors là il y a toute la partie où quand il arrive en Algérie, et c'est vrai que d'une certaine manière, parce que je le raconte, j'ai voulu qu'il soit ce héros, quelque part. Quand il m'a dit « je suis un héros, j'ai jamais tué un bougnoul », je me suis dit waouh. J'avais envie de croire qu'il était ce héros qui n'avait pas tué un bougnoul. Et quelque part, c'était un peu ça l'enquête. J'avais besoin de savoir si il l'avait fait ou il ne l'avait pas fait, s'il avait torturé ou pas torturé. Donc c'est un peu... Ça a été ma question tardive, puisque j'avais déjà plus de 40 ans. Hein, mais je crois que quelque part, j'ai demandé son dossier militaire, évidemment, aux archives des armées. Et là, j'ai découvert aussi qu'il était pas très bien noté, que c'était un type très réfractaire, très rebelle. Donc, quelque part, quand il dit « j'ai pas tué », je pense qu'il n'a pas tué, parce que de toute façon, c'était pas la mission de la gendarmerie départementale. Je pense, voilà, que c'était un homme qui était aussi très remonté contre sa hiérarchie. Et moi, je m'en souviens quand j'étais aussi plus jeune, quand il était gendarme, il avait refusé des galons, il avait refusé d'être à la FNACA, les anciens de l'Algérie. Il était lui-même tout le temps énervé, et tout le temps constamment, je pense, en train de chercher un pardon qu'il n'arrivait pas à trouver, je crois. Et je peux pas, voilà, je crois qu'il a vu des... Alors, est-ce que je peux lire des choses plus avant, mais je ne peux pas vous dévoiler... C'est pas grave, on va essayer de prendre une ou deux questions avant de te laisser dédicacer le livre. Hakim. Merci de me donner la parole, cher ami. Je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai vu. Mais je vais mettre quand même les pieds dans le plat. Et j'aimerais connaître votre avis personnel sur les possibilités de réconciliation des peuples, c'est-à-dire le peuple français, largement, voilà, au-delà des combines et des états-majors et tout ça. Donc après avoir fait tout ce travail, apparemment, à travers le livre, à travers la réflexion, voilà, qu'est-ce que vous pensez Alors moi, sincèrement, voilà. Ah, moi, ce que je pense sincèrement, oui, voilà. Voilà. Moi, j'ai toujours essayé d'œuvrer. Moi, j'ai mon idée. Hein. Je pense que de toute façon, cette réconciliation viendra par les peuples et pas par les politiques. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, comment on fait? Moi, je le fais dans ma vie. Hein. J'ai des amis franco-algériens, je fréquente des gens qui font partie de cette culture et aussi avec qui on a parlé de ça. Bon, j'ai eu un amoureux pendant 7 ans qui est franco-algérien, on a beaucoup parlé de cette histoire. Ouais, mais comment on fait? J'en sais rien. Je pense que individuellement, les uns et les autres, on doit pouvoir ne pas être dans des accusations. Bien sûr, de toute façon, la France, elle n'est pas en position de pouvoir revendiquer quoi que ce soit dans cette affaire, ni de défendre quoi que ce soit. C'est une guerre coloniale. Mais sur ce qu'on peut exprimer d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, c'est de dire, il y a eu une histoire commune, c'est la colonisation, il y a des harkis qui souffrent, il y a des pieds noirs qui souffrent, il y a des Algériens qui souffrent, il y a des... En fait, tous ces gens-là, ils souffrent. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Simplement dire peut-être pardon. Je pense que le mot le plus simple et le plus facile, le plus court, c'est de se dire pardon.
peut-être de dire arrêtons d'accuser les harkis d'avoir collaboré, arrêtons d'accuser les pieds noirs d'avoir colonisé, arrêtons d'accuser les Français d'avoir torturé, arrêtons les Algériens de je sais pas quoi avoir fait, arrêtons tout ça. Et essayons de dire à un moment, il n'y a pas grand-chose à se dire, simplement de se pardonner et d'arrêter de... Moi, je connais des... Là, j'étais dans le sud, près de Perpignan. Donc, comme vous le savez, il y a une grande communauté franco-algérienne. Et là, il y a une pied noire qui a voulu absolument faire l'entretien avec moi dans une librairie. Parce qu'elle a été extrêmement aussi bouleversée par le livre. Mais ces gens-là, ils souffrent aussi. Elle me dit, il n'y a plus de bateau entre Perpignan pour aller en Algérie. Voilà. Donc, eux, ils voudraient bien aussi aller en Algérie. Parce que même si, après tout, c'est des colons, ou des enfants de colons, toute sa famille, évidemment, a vécu en Algérie. Et elle est arrivée là, mais elle aimerait bien aussi aller en Algérie, retourner sur cette terre, fraternellement, pas pour coloniser, mais on est bien d'accord. Bon, c'est pareil, il y a les harkis, je pense qu'ils n'ont pas une situation très facile en France. Moi, je me souviens, encore quelques années, je suis professeur, mais je me souviens qu'il y a 20 ans, dans les lycées, en banlieue, circulaient des listes avec les enfants de harkis. Vous imaginez? C'était atroce pour ces gamins qui étaient nés en France. Et dans les lycées, des jeunes issus d'immigration algérienne faisaient circuler des listes de jeunes harkis. Ben voilà, on en est là en France. Et moi, je trouve ça terrible. Peut-être même qu'ils étaient manipulés, ces jeunes, les pauvres. Je ne suis pas au courant de cette histoire, je n'ai pas fait d'enquête. Ouais. Hakim pose une question pertinente et précieuse. En réalité, les deux peuples, dans leur écrasante majorité, ont déjà pardonné d'une façon ou d'une autre. Ouais. Restent les systèmes politiques qui utilisent cette question. Ils l'utilisent, ils l'instrumentalisent, bien sûr. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, un journaliste qui a écrit une chronique en réponse au pouvoir algérien qui demandait des excuses à la France. Il a dit le régime algérien d'abord doit s'excuser auprès de son peuple pour tout ce qu'il a fait depuis toutes ces années d'indépendance. Il n'a pas tort et je partage son avis. En revanche, les jeunes Algériens d'aujourd'hui, dans leur écrasante majorité, d'après mon expérience, d'après mon vécu, d'après mes lectures, sont dans un autre stade. Cette question de la guerre a laissé effectivement des traces douloureuses, terribles, surtout pour celles et ceux qui l'ont vécu en temps réel. Moi, je suis né comme toi après l'indépendance. Toute ma région a été opprimée, réprimée, bombardée, mais je ne garde aucune rancune. C'est l'histoire et c'est comme ça. Et j'aime la France des Lumières jusqu'à aujourd'hui et j'espère que la France des Lumières continuera à rayonner au-delà du 7 juillet prochain. Je te laisse dédicacer Claire Tansin. Merci beaucoup. Merci, à la semaine prochaine.